Les fêtes d'hiver sont un moment spécial où les familles se réunissent, partagent chaleur et joie et échangent des cadeaux sous le sapin scintillant. Cependant, il y en a qui ne voient dans cette période lumineuse qu'une opportunité d'enrichissement illégal, ce qui conduit parfois à des conséquences imprévues. La famille Harris s'est installée en 1986 dans la petite ville de Dryden, dans l'État de New York. Le chef de famille, Tony, s'est vu offrir le poste de directeur des ventes dans une entreprise de Syracuse spécialisée dans l'équipement électronique. En 15 ans de travail, il a construit une carrière impressionnante. Réalisant son rêve de toujours, Tony a construit une maison spéciale pour ses proches. Il a vécu 17 années heureuses avec son épouse Dolores. Leurs enfants, Shelby, 15 ans, et Mark, 11 ans, fréquentèrent l'école locale. Jusqu'en 1989, la famille était complètement intégrée dans la communauté locale. Dolores, connue pour son talent culinaire, régalait souvent les voisins avec des pâtisseries et maisons. Elle s'impliquait activement dans le conseil scolaire et dans des œuvres caritatives. Pour élargir ses horizons, elle a ouvert une boutique accueillante de souvenirs et d'artisanat dans une grange rénovée à côté de la maison. Grâce à son caractère ouvert, Dolores s'est rapidement fait des amis à Dryden. Toute la famille Harris menait une vie sociale active, se passionnait pour le sport et essayait de ne manquer aucun événement local. Le 22 décembre 1989 était le dernier jour d'école avant les vacances de Noël. Après les cours, Shelby a passé du temps avec son petit ami James. Vers 15h30, elle a pris le bus avec des amis jusqu'à son arrêt, à seulement 10 minutes à pied de chez elle. Elle avait rendez-vous avec James plus tard, vers 7h du soir. Le même jour, Rita, l'amie de Dolores, est venue à la boutique pour acheter des souvenirs de fête. La boutique était ouverte, mais la propriétaire n'était pas à l'intérieur. Un appel téléphonique à la maison est également resté sans réponse. Surprise par la boutique non verrouillée, Rita a convenu avec Dolores d'une livraison des achats pour 18h30. Mark, le plus jeune des Harris, est descendu du bus scolaire vers 4h. Le garçon est resté avec ses amis pour faire une bataille de boules de neige. Environ un quart d'heure plus tard, Dolores a parlé au téléphone avec son amie Anne et a discuté d'un événement sportif à venir. Dans la conversation, Dolores était joyeuse et amicale, comme d'habitude. Tony terminait sa journée de travail à ce moment-là. À 15h15, il a quitté le bureau en direction de la maison. Le trajet durait habituellement environ 15 minutes. Dans l'attente des fêtes, il s'est précipité à la maison pour voir comment sa femme avait décoré la maison pour Noël. Ce soir-là, à 18h30, Dolores attendait en vain son ami qui avait promis de rapporter des courses du magasin. Un étrange sentiment d'inquiétude l'envahit lorsque les appels téléphoniques restèrent sans réponse. La même situation se produisit avec le petit ami de Shelby. Elle devait lui rendre visite à 19h, mais n'apparut pas, malgré de nombreuses tentatives pour joindre la famille Harris par téléphone. La ligne restait constamment occupée. Le jeune homme n'y accorda pas d'importance particulière et supposa que Shelby était simplement en retard et rappellerait plus tard. Cependant, il n'y eut aucune nouvelle de la famille. Le lendemain matin, vers 7h le 23 décembre, le son strident d'une alarme incendie brisa le silence uniforme du quartier. Le voisin de la famille Harris, réveillé par le signal d'alarme de la maison d'en face, attendit un moment dans l'espoir d'une fausse alarme accidentelle. Lorsque le son ne s'arrêta pas et que personne ne répondit à la sonnette, l'homme inquiet se tourna vers la police. L'officier arrivant soupçonna initialement une fausse alarme ordinaire, comme cela arrivait souvent pendant la période précédant Noël. Le quartier était considéré comme calme. Les incidents y étaient là rares,
particulièrement à la veille de Noël. Cependant, des traces inhabituelles de pneus sur l'allée, traversant la pelouse, attirèrent son attention. En s'approchant de la maison, le policier en patrouille entendit le son persistant de l'alarme. Personne ne répondit au coup ni à la sonnette. La première pensée fut la suspicion d'un incident domestique. Peut-être qu'un des résidents avait eu un accident en cuisinant et s'était rendu à l'hôpital par ses propres moyens. Cela expliquerait aussi les traces du départ précipité sur la pelouse. Pour vérifier sa version, l'officier décida d'entrer par le garage non verrouillé. À l'intérieur, il fut accueilli par de la fumée et une forte odeur de carburant. Mais le signe le plus inquiétant était les câbles coupés du téléphone de la maison. En inspectant le rez-de-chaussée, le policier en patrouille ne trouva personne. Dans le salon se trouvait un arbre de Noël festif, sous lequel on pouvait voir des cadeaux de Noël non ouverts. Dans la chambre de l'aîné de la famille, le policier en patrouille a découvert une scène inquiétante. Après avoir découvert Shelby, il a immédiatement appelé des renforts et poursuivi la fouille des pièces. Au moment de l'arrivée des secours et d'autres forces de l'ordre, 3 autres personnes ont été trouvées dans la chambre principale au premier étage. Les époux avaient été immobilisés sur leur lit et le garçon se trouvait à côté d'eux. Pour l'immobilisation, divers matériaux improvisés ont été utilisés, des cordes et même un cintre en fil de fer qui maintenait les époux. Sur les têtes des 3 personnes se trouvaient des tailles d'oreillers. Shelby était également attaché à une chaise avec des câbles et un cintre plié. Les policiers ont découvert des fragments de la robe de Shelby pour le bal de Noël de l'école. Elle était déchirée et avait été utilisée pour l'attachement. Les spécialistes des pompiers ont déterminé que l'incendie avait été délibérément allumé. Ils ont découvert 3 foyers d'incendie dans différentes pièces. L'auteur a tenté de détruire les preuves par le feu. Heureusement, il n'a pas réussi à éliminer complètement les preuves. Les experts ont recueilli de nombreuses données qui ont permis de reconstituer les événements de cette soirée de Noël. Probablement, entre 16h30 et 17h00 la veille, quelqu'un est entré dans la maison et a menacé toute la famille avec une arme à feu. Selon l'évaluation des enquêteurs, il y est resté jusqu'à environ 22h30. Tôt le matin, l'auteur est revenu pour effacer les traces, après quoi l'incendie s'est déclaré vers 6h45. Le système d'alarme incendie a réagi à temps. Le voisin a réagi rapidement au signal d'alarme et a contacté les services d'urgence à 6h58. Les experts en incendie ont déterminé que l'alarme s'était déclenchée presque immédiatement après que l'incendie ait été allumé. Dans la maison, plusieurs conteneurs de combustible ont été trouvés, des bidons en plastique et en métal. Les enquêteurs ont supposé que le combustible provenait du garage de la famille où étaient stockées les réserves du chef de famille. Dans toute la maison, de nombreux mégots de cigarettes ont été trouvés, bien que personne de la famille n'aurait pu les laisser. Manifestement, ils appartenaient à l'auteur. Malheureusement, c'étaient les seules preuves substantielles. On avait l'impression que les pièces avaient été soigneusement nettoyées. Aucune empreinte digitale n'a pu être trouvée. L'examen de la scène du crime s'est avéré peu concluant. Même les douilles n'ont pas pu être trouvées. L'auteur a manifestement procédé de manière méthodique et a essayé de ne pas laisser de traces qui pourraient mener jusqu'à lui. Une particularité de l'affaire a compliqué le travail des techniciens criminels. Les traces ont été détruites avec du carburant. Il n'y avait aucun signe d'effraction aux portes. Probablement que la famille avait elle-même laissé entrer l'étranger, ce qui était courant dans cette région où tout le monde se connaissait. Les résidents étaient habitués à une vie tranquille et ne craignaient pas pour leur sécurité. Maintenant, l'atmosphère dans la ville avait changé. Les gens regardèrent leurs voisins avec méfiance et essayèrent de comprendre qui aurait pu apporter le malheur à toute la famille.
Les Harris étaient considérés comme des personnes aimables et bienveillantes, sans ennemis. Ils menaient une vie exemplaire. Pas de lien avec le monde criminel. Pas de dette ni de dépendance. Les époux étaient fidèles l'un à l'autre et religieux. Ils passèrent les week-ends ensemble et participaient activement à la vie scolaire des enfants et aux événements sportifs du district. Le matin, les enquêteurs ont découvert le van familial des Harris. Il se trouvait sur un parking à 7 km à l'ouest de leur maison. Des informations sont arrivées concernant l'utilisation des cartes bancaires de la famille à différents distributeurs de la ville. Le 23 décembre, ces cartes ont également été utilisées pour des achats dans plusieurs centres commerciaux, ce qui a aidé à déterminer le temps approximatif passé par l'auteur au distributeur. À la fin des années 80, il n'y avait pas encore de système développé de vidéosurveillance. Il fallait donc s'appuyer sur les témoignages de témoins oculaires, en particulier des employés des magasins. Il s'est avéré qu'un homme a payé 4 fois avec la carte de Tony Harris et une femme a payé tout aussi souvent avec la carte de Dolores. Ils ont attiré l'attention par leurs gros achats, électroménagers, électroniques, sous-vêtements, vêtements et bijoux coûteux. Un employé du magasin d'articles ménagers a fourni des informations précieuses. Il se souvenait d'un client étrange qui sentait fort l'essence et avait des taches d'huile sur son pantalon. Le vendeur a aidé à créer un portrait robot qui a été précisé avec l'aide d'autres témoins. On recherchait un couple à la peau foncée. Un homme d'environ 30 ans, de stature moyenne avec des cheveux bouclés, et une femme d'environ 50 ans. Les portraits robots ont été diffusés au public pour leur recherche. Le même jour, plusieurs signalements sont arrivés. Particulièrement important s'est avéré le témoignage d'un professeur d'université qui vivait à 1 kilomètre de la scène de crime. Le matin du 23 décembre, il a remarqué le van des Harris qui se déplaçait lentement. À l'intérieur se trouvait un homme à la peau foncée et une femme qui correspondait au portrait robot. Le professeur les a reconnus comme des voisins, mère et fils. D'autres témoignages ont suivi. Des gens ont vu les suspects aux distributeurs automatiques dans les magasins et ont cité les mêmes noms. Finalement, l'identité de la présumée complice a été établie. Shirley King, 55 ans, une citoyenne respectueuse des lois. Son fils Michael, 33 ans, également connu sous le nom d'Anthony Turner, avait un passé criminel. En l'année 1979, Michael fut condamné pour violation de domicile. Mais dès le 19 février 1980, il fut libéré sous condition. Il s'installa avec sa petite amie et sa fille de 2 ans dans un duplex. Dans l'autre partie de la maison vivait sa mère. Avant cela, il avait commis quelques délits, mais il n'avait pas eu de conséquences graves. Jusqu'en 1982, Michael fut à nouveau placé en détention, cette fois pour possession d'un arsenal d'armes. Pendant sa détention provisoire, il exprima son regret de ne pas s'être opposé aux forces de l'ordre. Le jeune homme avait un riche passé criminel, principalement des cambriolages de maisons, utilisant des équipements de tir. Jusqu'à l'incident avec la famille Harris, ces actes n'avaient pas impliqué de conflits sérieux avec des personnes. Malgré les soupçons et les témoignages, les enquêteurs n'ont pas pu porter plainte concernant la famille. Le jeune homme fut placé sous surveillance. Les voisins trouvaient Michael et Shirley assez étranges. Durant les 2 années de leur séjour dans le duplex, ils avaient eu peu de contact avec leur environnement. La propriétaire raconta que le couple devait $700 de loyer et $550 de charges juste avant les tristes événements. Un jour, après l'incident, ils trouvèrent étonnamment les moyens de régler leurs dettes. Le 26 décembre, un certain Stephen May, qui connaissait Michael depuis la fin des années 70, se présenta à la police.
Steven avoua qu'il avait été son partenaire dans l'un des vols d'objets de valeur de Noël. Il décrivit son connaissance comme quelqu'un qui, comme le Grinch, gâchait délibérément les fêtes des gens. Chaque Noël, il visitait un appartement ou une maison. Selon le récit de Steven, il rendit visite à sa connaissance le lendemain des événements, qui lui montra des équipements fabriqués maison et des appareils modifiés. Steven précisa que l'arsenal d'armes avait été vendu à Michael par une amie en janvier 87. Les caractéristiques correspondaient aux preuves trouvées sur la scène de crime. La présence d'un silencieux expliquait le silence remarqué par les voisins des Harris. À cette époque, la mère de Michael, Shirley, travaillait comme femme de ménage dans un hôtel. Le 30 janvier 90, un enquêteur sous couverture s'y installa. Son nom était David Harding, un enquêteur débutant mais prometteur. Il se distinguait par son intelligence, sa persévérance et sa fidélité aux principes, ce qui favorisait le développement de sa carrière. Le divorce récent l'avait fait plonger tête la première dans le travail. Les amis plaisantaient en disant qu'il était maintenant marié au service. Malgré les difficultés personnelles, il accomplissait excellemment ses devoirs officiels et était idéal pour l'enquête sur l'affaire des 2 dangereux malfaiteurs. Les collègues remarquèrent le talent spécial de Harding pour trouver des preuves dans les cas les plus difficiles et découvrir des empreintes digitales là où même les experts expérimentés ne pouvaient pas en trouver. À cette époque, il avait déjà aidé à traduire en justice plusieurs dangereux criminels qui ne laissaient pratiquement aucune trace. Il accorda une attention particulière à l'affaire de la famille Harris. En octobre 90, un enquêteur sous couverture s'est installé dans un hôtel sous le nom de David Savage. Son objectif était d'établir un contact avec Shirley. Au cours de la conversation, la femme a partagé ses plans. Elle avait l'intention de déménager sur sa propre propriété dans le nord de l'État de New York, où elle possédait 200 acres de terre. Shirley a parlé de son intention d'ouvrir un hospice pour les personnes dans le besoin. David, qui s'est présenté comme un homme d'affaires ayant des connexions avec les structures étatiques, a offert son aide pour obtenir des fonds pour ce noble projet. Une telle proposition a clairement intéressé son interlocutrice et a aidé à établir une relation de confiance. Pendant les conversations, l'enquêteur a remarqué un détail intéressant. Shirley réagissait particulièrement émotionnellement aux informations télévisées concernant des accusations contre des suspects à peau foncée. Une autre observation. Elle préférait un type rare de tabac dont les résidus ont été trouvés sur la scène de crime. David, qui portait un plâtre comme couverture, a demandé l'aide de Shirley pour signer des invitations à une réunion d'anciens élèves. Elle a volontiers accepté et a signé 25 enveloppes, dont une au nom de Dolores. Ce nom n'a pas été choisi au hasard. Il était prévu de comparer l'écriture avec les signatures d'une certaine Dolores sur des chèques de cartes de crédit de personnes disparues. Avec un simple stratagème, demandant un verre de jus d'orange, l'enquêteur a obtenu les empreintes digitales de Shirley. Dans des conversations ultérieures, la femme a parlé de ses enfants, Robert et Gabriel, qui vivent dans d'autres États. Il est notable qu'elle n'a pas dit un mot sur son fils Michael King et ses noms alternatifs. À la question sur ses problèmes antérieurs avec la loi, Shirley a réagi de manière inhabituelle, mais a gardé son sang-froid. Bien qu'il ait été précédemment rapporté qu'aucune empreinte digitale n'avait été trouvée dans les maisons des victimes, Harding était convaincu du contraire. La recherche n'avait simplement pas été assez approfondie. Ses soupçons ont été confirmés 2 jours après avoir fait la connaissance de Shirley. Son empreinte digitale a été découverte sur un bidon dans la maison des Harris. Ceci, avec d'autres preuves, s'est avéré suffisant pour porter des accusations officielles contre les suspects. Le 7 février 1990,
une unité spéciale des forces de l'ordre s'est rendue au duplex de Michael pour effectuer des perquisitions. On savait qu'un arsenal impressionnant était conservé dans la maison des King. En raison des déclarations antérieures de Michael sur sa volonté d'affronter la police, un hélicoptère de secours a été déployé par mesure de sécurité. Plusieurs équipes de secouristes étaient en attente en cas de complications. Lorsque l'unité est entrée dans la chambre, ils ont découvert Michael armé sur le lit. Après lui avoir ordonné de cesser toute résistance, il s'est levé brusquement et une détonation a retenti. Il y a eu des tirs de riposte. Plus tard, un fragment a été trouvé dans le plafond, confirmant la légitimité des actions des enquêteurs. À ce moment-là, Shirley King était déjà en garde à vue. Dans la partie du duplex où vivait Michael, un atelier avec établi, machines et outils a été découvert. Selon son connaissance, tout cela était utilisé pour fabriquer des équipements artisanaux et des objets tranchants destinés à la vente. Des exemplaires de ces produits ont été trouvés dans toute la maison avec des munitions. Les enquêteurs ont également découvert le vélo du jeune homme. Il l'utilisait probablement pour s'approcher discrètement de la maison des Harris. Dans la moitié du duplex où vivait sa mère, ils ont trouvé des cigarettes de la même marque que sur la scène de crime. La police a confisqué un briquet acheté le jour où le vendeur du magasin d'articles ménagers a remarqué un client étrange avec une forte odeur d'essence. Lors de la perquisition de la chambre de Michael, un équipement d'assaut 22 modifié a été trouvé. Il correspondait à la description de l'objet dont avait parlé la connaissance du suspect. L'examen balistique a confirmé le lien entre cet objet et l'incident à la maison des Harris. Lors des interrogatoires, Shirley a insisté sur son innocence et a affirmé que les enquêteurs essayaient de l'accuser sans fondement. Elle a admis que son fils lui avait donné une carte de crédit étrangère, mais prétendait ne pas s'être intéressé à sa provenance. La femme a nié les accusations et a dit qu'il aurait été déraisonnable de causer du tort à toute une famille pour quelques milliers de dollars qu'ils avaient dépensés avec son fils. Plus tard, elle a changé sa déposition, a admis les actions de son fils, mais a insisté sur le fait qu'elle ne savait rien de ses intentions. Shirley a raconté qu'elle avait appris l'incident avec les Harris par les nouvelles et avait interrogé son fils sur les cartes. Michael a avoué et expliqué ses actions par la peur d'être découvert, car la famille aurait pu l'identifier. Selon les paroles de Shirley, elle a réprimandé son fils pour ce qui s'était passé, mais n'a pas informé les autorités. Cependant, une nouvelle enquête a réfuté ses affirmations sur sa non-participation. Sur l'un des bidons, une petite empreinte digitale a été découverte qui, selon Harding, appartenait à Shirley. Les enquêteurs soupçonnaient que Shirley n'était pas présente lors de l'incident avec la famille, mais qu'elle est définitivement apparue plus tard. En tant que femme de chambre d'hôtel, elle s'occupait professionnellement du nettoyage des chambres et pouvait éliminer différentes tâches. Ses compétences l'ont probablement aidée à nettoyer minutieusement la maison des Harris. Début août 1990, l'affaire de Shirley a été portée devant le tribunal. L'accusation a porté 12 chefs d'accusation, dont complicité d'effraction, altération de la scène de crime, incendie criminel, possession de biens d'autrui et entrave à l'enquête. Le 13 août, le procureur a suggéré une implication plus grave de Shirley, mais en raison du manque de preuves, ces accusations ont dû être abandonnées. On sait que la petite amie de Michael vivait dans son duplex et y était à Noël. Lors de l'audience, elle a confirmé l'alibi de Shirley et a raconté que son petit ami avait conduit 2 fois quelque part sans expliquer où. Sa mère s'est restée avec la jeune femme toute la soirée. Cependant, elle soupçonnait que la femme était partie avec Michael pendant la nuit. Selon les enquêteurs, après l'incident avec les Harris, elle a décidé d'aider son fils à effacer les traces.
Le principal témoin à charge était David Harding. Son témoignage émotionnel semblait avoir définitivement convaincu le jury de l'implication de Shirley. Le jury l'a déclaré coupable de tous les chefs d'accusation: incendie criminel, violation de domicile, falsification de documents, entrave à la justice et possession illégale de biens d'autrui. La peine était de 44 ans avec possibilité de libération anticipée après 18 ans. Devant le jury, Shirley a admis avoir utilisé une carte de crédit appartenant à quelqu'un d'autre, mais a insisté sur le fait qu'elle ne connaissait pas son propriétaire et n'avait jamais été dans la maison des Harris. Elle a accusé David Harding de manipulation de preuves, de partialité et de diffamation délibérée pour clore l'affaire. Ces déclarations ont été ignorées, mais l'histoire a pris un tournant inattendu. Début 1991, David Harding a passé un test du détecteur de mensonges en essayant de rejoindre la CIA. Il n'a pas réussi la question concernant l'affaire Shirley King, ce qui a soulevé des soupçons de possible falsification de preuves. Lors de la vérification, il s'est avéré que l'empreinte digitale prétendument trouvée sur le bidon et attribuée à Shirley n'avait en réalité jamais été vue par personne. Les experts qui avaient initialement travaillé sur l'affaire ont confirmé qu'ils n'avaient rien trouvé lors de l'examen de la scène de crime. David et son collègue policier ont été accusés dans plusieurs affaires similaires, y compris la persécution illégale de Shirley. En novembre 1992, l'affaire prit un tournant inattendu. Harding avoua avoir fait de fausses déclarations. Le tribunal le condamna à 4 ans et demi de prison. La même peine fut infligée à son collègue policier qui connaissait et couvrait les actions de son collègue. Cette affaire devint le point de départ d'un examen approfondi du travail de la police de New York qui révéla tout un système de violations similaires. En conséquence, de sérieuses réformes des méthodes de travail des forces de l'ordre locales furent mises en œuvre. Après l'aveu de Harding, Shirley fut libérée. Elle avait passé environ 2 ans et demi en prison. La femme confirma sa participation à l'utilisation de cartes de crédit d'autrui et à la falsification de documents, mais elle avait déjà purgé entièrement sa peine pour ces délits. Maintenant, Shirley décida de demander une indemnisation pour le préjudice moral subi. Elle s'adressa au tribunal qui se rangea de son côté. Le 13 décembre 2007, la décision fut prise de lui verser $286 000 de l'État de New York. Le tribunal établit que le département de police de la ville était responsable de négligence, de supervision inadéquate et de violation délibérée. Shirley avoua plus tard qu'elle voulait regarder Harding dans les yeux pendant le procès, lorsque ses actions illégales furent révélées. Elle était certaine qu'elle aurait vu le mensonge et la peur dans son regard. En l'an 2015, Shirley décéda. Elle avait 80 ans. Entre-temps, la culpabilité de son fils dans l'affaire de l'incident avec la famille fut entièrement prouvée. Il était effectivement impliqué dans ce qui s'était passé avec la famille Harris.